Nassir est un militant pareil, hein, de la cause du peuple, la démocratie, un patriote qui s'est battu avec Congo Yassika. Vous connaissez le travail de Congo Yassika, c'est un des représentants éminents. Voilà. Merci Sébastien Mathieu de m'accorder la parole. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, toutes mes salutations patriotiques, bonne fête d'indépendance, même si dans le fond, en tant qu'indépendance, il y a des choses à dire. Nous nous sommes convenus, je suis un des organisateurs de ce concept du grand meeting, dont le but, depuis 2014, avait été de donner la parole à tout citoyen congolais, à tout acteur, donc d'exiger la République. Le but du grand meeting a été celui-là. Nous sommes aujourd'hui donc 15 août 2016, troisième édition, et le grand meeting aujourd'hui est dans une version spécifique. Nous ne sommes plus dans l'éveil, s'il faut dire, dynamique des consciences, mais nous devons faire, je crois, le bilan d'un certain nombre d'actions qui ont été conduites sur la place de Paris, raison pour laquelle aujourd'hui il a été convenu donc d'avoir un débat beaucoup plus thématique et d'échange. Il m'incombe alors dans ce débat-là de vous parler du rôle de la diaspora et de l'alternance politique. Enfin, les deux, pour paraphraser un peu en mathématiques, il y a une réflexibilité. Il y a une réflexivité. On peut partir de la diaspora jusqu'à l'alternance politique, ou encore l'alternance politique, qu'est-ce qu'elle peut attendre de la diaspora? Ce qui m'a souvent un peu étonné sur la place de Paris, pour la plupart des acteurs politiques que nous sommes, c'est le fait quelquefois qu'on se bat, on ne sait pas pourquoi on se bat. Nous sommes là, il y a des gens qui se lèvent, l'engagement est personnel, c'est bien, qui se lèvent, qui luttent contre un système inique. Seulement, quelquefois je me pose la question, avons-nous tous compris comment fonctionne, comment est constitué un pouvoir, comment faire pour le conquérir et pourquoi avoir un pouvoir? Le pouvoir sert à quoi? Je ne vais pas revenir sur l'exposé, le brillant exposé de mon prédécesseur Madélé. Pour aller rapidement, on parle d'alternance politique, c'est dans un système politique dans lequel il y a des partis politiques qui investissent des candidats. Il investit des candidats à partir des règles communément admises. Et dans cette compétition politique, un ou plusieurs candidats arrivent au pouvoir, à acquérir une majorité de votes, donc du peuple, et acquièrent un pouvoir. Ces élections-là, les plus grandes, pour la plupart, l'élection présidentielle ou l'élection législative du Parlement, amènent pour l'élection présidentielle à la victoire du candidat. Il y a une coalition autour de lui, avec des partis politiques qui partagent son projet. Et cette coalition-là est majoritaire pour exercer un pouvoir et exécutif et législatif. Souvent, l'élection législative suit l'élection présidentielle et la couleur est à peu près le même. Pour être un peu simple. Et il y a un mandat politique, un mandat présidentiel ou législatif, 5 ou 7 ans ou 4 ans, comme aux États-Unis. Et à la fin de ce mandat,
si on organise une nouvelle élection et que un candidat qui n'était pas le chef de l'État, le président de la République, venait à être élu, et avec sa coalition, son parti politique, ou l'ensemble des partis qui sont dans son projet politique, arrive à acquérir la majorité donc du vote du peuple, en ce moment-là, il y a alternance politique. Il faut le comprendre, l'alternance politique, c'est ça. Mais c'est dans un système politique, démocratique, dont les règles du jeu, comme l'a dit mon prédécesseur, les règles du jeu sont clairement établies et admises. À la base, c'est le peuple qui est, on le dit souvent, le souverain premier. Le peuple envoie des représentants, etc., etc. On fait la loi et on arrive à ce système-là. Il se trouve que en 2016, en août, le 15 août, je crois, théoriquement, ça devait être la fin d'un deuxième mandat que nous connaissons, un mandat présidentiel, et il fallait aller aux élections. Et il y a eu donc cette manipulation de changer complètement la règle du jeu pour fausser l'élection afin qu'il n'y ait pas une alternance démocratique. Mais en ce qui nous concerne, puisque nous sommes la diaspora, nous sommes des Congolais pour la plupart installés en Europe, en France, en Belgique, etc., etc., que représentons-nous par rapport au Congo? Qu'est-ce que ce pays-là représente pour nous? Et qu'est-ce que nous pouvons apporter, pas seulement dans la pratique politique, dans la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, mais pour le pays en tant que tel, pour toute la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Mon grand frère tout à l'heure parlait de l'école. L'école qui a été galvaudée, les principes, les valeurs ont été complètement chamboulées. Et finalement, on a des générations qu'on instruit, qu'on forme, mais à qui on n'a pas intégré la notion de citoyen et de construire la nation. Donc finalement, la diaspora, en plus de l'action politique, il y a des écrivains, nous avons pas mal d'acteurs, d'opérateurs économiques, etc., etc. Donc ce sont toutes ces choses-là que nous devons apporter au pays. La diaspora en tant que telle, surtout en ce qui concerne ces trois derniers mois, a été, malheureusement, en tout cas, ça a été mon regard. J'ai comme l'impression que on a passé beaucoup plus de temps à essayer de s'identifier entre nous que d'apporter un véritable changement dans cette situation que connaît le pays. Ce que je souhaite, on aura à revenir longuement peut-être dans les échanges, mais ce que je souhaite, c'est que chacun de nous comprenne précisément. Nous sommes tous une communauté. J'ai entendu parler du tribalisme, de beaucoup de choses, mais il faudrait que nous sachions que nous sommes des éléments d'une communauté, de la nation congolaise. Toute la nation congolaise, elle existe parce qu'il y a des individus à l'intérieur de cette communauté. Et vous verrez un peu autour de nous que certaines communautés, lorsqu'on s'attaque à un élément de la communauté, eux, ils comprennent que c'est la communauté qui est fragilisée. Aujourd'hui, chez nous, il y a un drame dans la région du Poul. Et j'ai comme l'impression que quelques-uns ne le savent pas et ne s'en rendent pas compte. La somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Les intérêts particuliers, les miens, moi j'ai des intérêts, ma vie, mes centres de loisirs et tout, comme chacun de nous. Mais si on prend ça, on associe tout ça là, ça ne garantit pas l'intérêt de tout le monde. Donc, il faudrait que nous soyons conscients de ça. Mais ce qui garantit ma santé, ma liberté, parce qu'on ne peut pas venir me chercher à 3 heures du matin, on m'amène à la DST, parce qu'on ne peut pas s'en prendre à un membre de ma famille,
parce que ma fille ou mon neveu, parce qu'il a eu le bac pour aller étudier à l'extérieur, il faudrait qu'il soit un peu dans l'humeur du système pour bénéficier d'une bourse, etc., etc. Pour que ces choses-là soient garanties, il faudrait que l'intérêt général soit garanti. C'est-à-dire si nous travaillons réellement pour la communauté congolaise, pour la nation, pour l'intérêt général, les problèmes de tribalisme, Alexandre l'a dit, il dit ça, Alexandre a dit que le tribalisme n'est pas dans nos coutumes bantoues, mais c'est un système politique. Et l'usurpation du pouvoir qu'a utilisé le chef, s'il faut dire, le chef d'orchestre de ce système-là, c'est d'utiliser cette idéologie et mettre à bas, mettre en mal le fonctionnement réel de la République, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont séparés, mais qui fonctionnent chacun de façon autonome pour l'intérêt de toute la communauté. J'en ai terminé. Merci, Cyr. Merci. On a bien compris la préoccupation de notre ami dans cette reclarification du processus d'indépendance. Il y a la part aussi de la diaspora. Et ce que voudrait Cyr, c'est que cette diaspora soit beaucoup plus active, participe à la fois à la formation de l'esprit du citoyen, pour que justement on n'arrive pas à ce genre d'acceptation.